tous. Et donc, je suis Jean-François Fauvarc, le président du comité des arts chimiques de la Société d'encouragement de l'industrie nationale. Et c'est avec plaisir que je vous présente le conférencier de ce matin, Roberto Pascalini. Donc, cette conférence sur l'utilisation des éléments radioactifs, en particulier en médecine, et donc, donc organisée à la fois par la Société d'encouragement de l'industrie nationale, la FAS, la 3CNRS et les IESF. Il y a la radioactivité, vous savez, ça avait été découvert par Becquerel, mais dans les années après l'isolement du radium par Pierre et Marie Curie, quelque chose c'était devenu quelque chose d'extraordinaire. Et dans les années 1910, donc la radioactivité passait pour être le remède miracle. On vendait des eaux radioactives que tout le monde s'arrachait dans l'espoir de tout guérir. Et puis, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, au contraire, on a assisté au fait que le grand public est devenu très réticent vis-à-vis de la radioactivité, et malheureusement parce que beaucoup de personnes n'y comprennent pas grand-chose. Or, il est évident que nous sommes tous radioactifs. Dans notre corps, nous possédons deux éléments radioactifs importants, le carbone 14, c'est vraiment pas méchant, et le potassium 40, qui sont donc tous les êtres vivants en ont. Et tous les êtres vivants disposent de systèmes permettant de guérir les dommages susceptibles d'être faits par la radioactivité. Alors, bien entendu, s'il y en a trop, les organismes n'arrivent pas à réparer. Mais trop, c'est vraiment beaucoup. Dans l'état actuel des choses, on considère que pour qu'une dose soit nocive, il faut atteindre aux environs de 1 gré. 1 gré, c'est un REM qui est complètement absorbé. Et d'une façon générale, la radioactivité naturelle est de l'ordre de 1 millirem par an. Et quand vous allez vous faire une radio, c'est de l'ordre du microgré. Et donc, avant d'atteindre le gré, il en faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, par contre, la radioactivité est quelque chose qui se détecte très bien, qui se mesure très bien, et grâce à cela, c'est un élément très important pour le diagnostic des maladies et pour éventuellement toutes sortes de problèmes, même dans la vie civile. Et donc, c'est avec plaisir que je vous donne la parole à M. Roberto Pascalini sur les aspects médicaux des radioéléments. Merci. Donc, merci, M. Fauvarc. En fait, tout a été dit. Je peux vous laisser prendre les petits déjeuners ensemble et partir. En fait, tout a été dit. Les concepts ont été dits. Et donc, ce que je vais m'efforcer de faire dans cette conférence, c'est de vous donner l'aspect scientifique et industriel de la préparation des radiopharmaceutiques. Bon, bien entendu, je dois vous dire bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Donc, je remercie. Oui, excusez-moi. J'ai perdu la voix à la montagne, sans doute. Je sais pas. Oui, d'accord. Ça va aller mieux? Oui. Oui, alors, voilà, donc, merci d'être venu. Bonjour. Et merci aux associations qui ont été nommées précédemment. Et merci de la confiance qui m'a été faite pour illustrer ce thème. Alors, quelques mots juste sur moi. J'ai travaillé pratiquement toute ma carrière scientifique dans la médecine nucléaire, enfin dans la chimie des radiopharmaceutiques.
j'ai quitté l'Italie, donc je suis venu en France et travaillé dans un département du CEA à l'époque, en 1973. Et depuis, donc, je suis toujours resté au même endroit et c'est la société qui a changé de nom, en fait, évolué. Actuellement, il s'appelle CISB International, filiale de Curium Pharma. Voilà, ça peut vous donner un petit peu les jalons de ma carrière. En fait, ma carrière s'est passée presque toujours dans un laboratoire, après dans un bureau, et puis avec l'âge, dans un bureau au premier étage, etc. Bon, enfin, c'est ce qui arrive souvent aux scientifiques. Voilà, je vais essayer d'aller quand même assez vite, parce que j'ai prévu beaucoup de diapos et je voudrais tenir, non pas en 45 minutes, peut-être à 55 minutes, 1 heure, pour vous donner aussi l'opportunité de poser des questions et donc de pouvoir y répondre. Donc, les radiopharmaceutiques sont utilisées en médecine nucléaire et la médecine nucléaire est une discipline par entière. Il y a donc des professeurs de médecine nucléaire. Cette spécialité utilise des composés radioactifs qui sont les radiopharmaceutiques, soit pour obtenir des informations sur le fonctionnement des organes, des tissus, etc., soit aussi pour traiter des organes ou des maladies spécifiques. Donc c'est la médecine nucléaire diagnostique et la médecine nucléaire thérapeutique. Les composants clés de cette discipline, en tout cas de la discipline de la médecine nucléaire diagnostique, c'est un radiopharmaceutique. Donc il faut un radiopharmaceutique, sinon la médecine nucléaire ne pourrait pas marcher. Puis il faut un instrument qui est une caméra TEMP, je suis habitué à dire SPECT, enfin c'est une caméra à détection de rayonnement gamma, ou TEP, qui est une caméra à détection des gamma émis par l'annihilation d'un positron. Et bien entendu, quand je mets un patient adapté, ça veut dire une pathologie adaptée à la médecine nucléaire. Les diagnostics en médecine nucléaire ne peuvent pas couvrir toutes les maladies, tous les dysfonctionnements, mais beaucoup d'organes, beaucoup de fonctions sont traités et diagnostiqués en médecine nucléaire. Donc, puisque l'hémonucléaire est là, il faut que l'on fasse quelques rappels sur ce qui est la physique nucléaire, c'est un très grand mot, et la radiochimie nécessaire pour la manipulation de ces radiopharmaceutiques. Donc, la radioactivité, ça a été dit précédemment, c'est un phénomène naturel, donc on ne peut pas l'arrêter. Il se manifeste soit naturellement sur la Terre, soit parce que l'homme a fabriqué des radioéléments artificiels. Donc, la quantité de radioactivité est exprimée par cette relation très simple, donc l'activité, la radioactivité, il faudrait dire. En fait, l'activité est proportionnelle au nombre d'atomes radioactifs, selon une constante de proportionnalité lambda. Alors, l'unité de la radioactivité est les becquerels, les noms de son découvreur. Par contre, en médecine nucléaire, on utilise des quantités qui sont beaucoup supérieures au becquerel, qui est une désintégration par seconde. Donc, on utilise des mégabecquerels. Alors, en diagnostic, quelques dizaines de mégabecquerels. On peut aussi utiliser des centaines de mégabecquerels. Et en médecine nucléaire thérapeutique, ce sont jusqu'à des gigabecquerels, c'est-à-dire des milliards de becquerels, qui sont utilisés. Aux États-Unis, le becquerel n'a pas eu beaucoup de succès et on utilise encore l'ancienne unité qui est les curies. Et donc, et moi aussi d'ailleurs, je suis habitué à travailler à millicuries parce que, pour une simple raison, parce que quand on administre à une personne de la radioactivité pour un examen diagnostic, on dit il faut injecter 3, 4, 5 millicuries. Donc, ce sont des chiffres qui sont relativement faciles à comprendre. Et quand on doit injecter 370 mégabecquerels, cela ne rend pas compte, c'est 10 millicuries, mais enfin, bon, cela ne se rend pas compte de la quantité. En fait, ça paraît toujours très élevé.
Donc voilà, les personnes de mon âge sont toujours habituées à parler à millicurie, même si l'unité internationale est le becquerel. Alors ici sont représentées les différentes sortes de décroissance. Donc la décroissance alpha qui est utilisée en thérapie, la décroissance qui émet des électrons, et la décroissance bêta-, qui est utilisée aussi en thérapie, puis les décroissances qui sont dont les rayonnements sont utilisés en diagnostic, qui sont la décroissance par positons, la décroissance par capture électronique qui émet des rayons X ou des gamma associés, et la transition isomérique avec émission des rayonnements gamma. Donc ici, vous voyez l'image classique de la pénétration de ces rayonnements. C'est les gamma, les rayonnements les plus pénétrants, et ce sont les radioisotopes émettant des rayonnements gamma qui sont utilisés en diagnostic. Alors, lorsqu'on a une émission des rayonnements, on a, lorsqu'il s'agit d'émissions particulières, c'est-à-dire d'électrons négatifs ou positifs pour capture électronique, on a aussi transmutation, c'est-à-dire on a un changement chimique du radioélément. C'est-à-dire quand le fluor 18 décroît, il se transforme en oxygène. Lorsque le molybdène 99 décroît, il se transforme en technétium. Alors cette transmutation est effectivement très utile lorsqu'on veut séparer des radioisotopes, et c'est le cas justement du principe de fabrication des générateurs de radionucléides. Alors, comment la radioactivité évolue-t-elle dans le temps? Eh bien, c'est simple, c'est une relation exponentielle. Voilà, pour une substance radioactive, la radioactivité décroît exponentiellement avec le temps. Et ce qui est important dans la pratique, c'est l'utilisation de la notion de demi-vie, temps de demi-vie ou période d'un radioélément, qui est le temps nécessaire à réduire la quantité de radioactivité de la moitié. Alors on parle d'une demi-vie courte quand il s'agit de minutes ou quelques dizaines de minutes, longue quand il s'agit de jours, intermédiaire lorsqu'il s'agit des heures, plusieurs dizaines d'heures. Enfin, c'est très pratique parce que toutes les demi-vies ont diminué la quantité de radioactivité de la moitié. Donc on compte sous les doigts de la main, 50% une demi-vie, 25, 12, 6, 3, voilà. Ça va être très facile sans besoin de calculette. Alors, les choses sont un peu plus compliquées lorsque une substance radioactive décroît à une autre substance radioactive qui elle-même décroît soit à un isotope stable, soit encore un produit radioactif. Dans ce cas, la relation est donc reportée ici pour le nombre d'atomes de l'espèce 2 ou pour l'activité de l'espèce 2. Vous voyez, c'est une relation qui prend en compte la demi-vie du radionuclide père et la demi-vie du radionuclide fils. Alors, donc ça, c'est la partie la plus importante parce qu'il donne les nombres des noyaux qui sont issus de la décroissance du père. Cette partie ici, cette deuxième partie, ce sont les nombres des noyaux ou la radioactivité qui éventuellement est restée présente avec la radioactivité du père lors d'une première séparation de deux radioisotopes. Ici, donc, l'évolution de la courbe, de décroissance du radioisotope père. Donc, c'est une droite lorsque ici on se met dans un système semi-logarithmique. Donc, c'est un graphe semi-logarithmique. L'évolution de la radioactivité du fils est reportée ici. Donc, il y a une croissance rapide. Et ensuite, avec le temps, donc on arrive à ce qu'on appelle un temps d'équilibre où la radioactivité du radionuclide fils décroît avec une vitesse apparemment égale à celle du radionuclide père. Donc, en ce qui concerne les appareils
nécessaires à effectuer des images à médecine nucléaire. Fondamentalement, il y a deux méthodes. Alors, la première consiste à utiliser les rayonnements gamma émis par les radionucléides, c'est donc la tomographie par émission monophotonique en français ou SPECT en anglais, et la tomographie par émission positonique, TEP en français et PET en anglais, qui est basée sur la détection des deux photons qui sont émis simultanément lors de l'annihilation des positons dans le corps du patient. Oui, alors ce qui était marqué, c'est que... Oh, voilà, c'est que si on a beaucoup d'argent, eh bien, on peut coupler un scanner X à ces deux appareils et donc avoir une image fonctionnelle, qui est celle de la médecine nucléaire, couplée à celle anatomique du détecteur X. Donc, en quoi consiste la gamma caméra scintillation? La gamma caméra consiste dans un collimateur en plomb, d'un cristal à iodure de sodium dopé au thallium qui émet justement des photons lumineux lorsque les radiations frappent et interagissent avec le cristal, dans un réseau de photomultiplicateurs qui va convertir la lumière en signal électrique, et une électronique de détection et un traitement informatique. Donc voilà ici schématiquement une gamma caméra à scintillation. Ce qui est important de retenir, c'est que la résolution spatiale n'est pas énorme, à peu près 1 cm, mais surtout, les rendements de détection est très très faible, soit environ de 1 pour 10 000. C'est-à-dire qu'évidemment, on imagine bien de la radiation qui s'en va partout. Donc l'angle solide est très petit. En plus, il y a un rendement de scintillation, un rendement de production d'électrons qui sont quand même faibles. Ce qui fait que globalement, c'est on pourrait dire, c'est une mauvaise machine. Pour l'imagerie monophotonique, en fait, on a fait des gros progrès avec l'introduction de semi-conducteurs pour détecter les radiations. C'est-à-dire qu'on se passe de cette chaîne entre le cristal iodure sodium, les formations d'électrons, les photomultiplicateurs, par l'utilisation d'un semi-conducteur dans lequel on a tout de suite l'ionisation par la formation des paires et des trous dans les cristals. Avec ce type de caméra, on arrive chez l'animal à avoir des résolutions spatiales qui sont de l'ordre de 0,5 mm, extrêmement faible, un rendement qui est de l'ordre de 0,1 à 0,25% au lieu de 0,01%. Et pour l'homme, par exemple, pour cette caméra ici dédiée à la scintigraphie cardiaque, des rendements qui sont 10 fois supérieurs. Ce qui veut dire que l'on peut soit effectuer l'imagerie à un temps qui est 10 fois plus court, soit surtout injecter 10 fois moins de radiativité et avoir les mêmes renseignements physiologiques que l'on a avec 10 fois plus de radiativité. Pour les caméras à imagerie positonique, les choses sont légèrement différentes. Enfin, la chose la plus importante, c'est qu'on détecte ici les rayonnements gamma émis dans deux directions opposées lorsqu'il y a annihilation du positon. La caméra n'a pas de collimateur en plomb et donc on collecte les signaux des deux photons qui arrivent en coïncidence. Et on a, je vais là assez vite, il y a, comme on voit ici, une caméra qui permet une résolution plus élevée, 5 mm au lieu d'un centimètre, mais surtout un rendement de détection qui est beaucoup plus élevé et qui peut aller jusqu'à 100 fois celui des caméras scintillation. Donc des images beaucoup plus nettes. Enfin, c'est une photographie
comprend avec beaucoup plus de lumière et donc beaucoup plus net. Évidemment, il faut payer les prix pour ces caméras. Alors, ce tableau, ça représente les énergies des positons qui influencent évidemment la résolution intrinsèque du radioélément. Et on voit que plus l'énergie du positon est élevée, et plus le trajet moyen à millimètre est élevé. Donc la résolution, bien sûr, des 5 mm disparaît pour des radioéléments dont l'énergie du positon est très élevée. Alors, venons maintenant à un gros chapitre qui est celui de la réglementation. Les radiopharmaceutiques ne sont plus ce qui était jusqu'aux années 90, c'est-à-dire des médicaments qui étaient un peu dans l'espèce de limbe. Ils n'étaient pas des vrais médicaments, ils n'avaient pas besoin d'une autorisation de mise sur le marché comme les autres médicaments. Alors, la date de naissance, la date de naissance, voilà, après, est en 89. Alors, les radiopharmaceutiques sont bien sûr radioactifs et doivent satisfaire aux règles de sécurité nucléaire. Ils sont des pharmaceutiques, comme on a dit, donc des médicaments, et doivent satisfaire aux normes de qualité pharmaceutique. Il y a, bien entendu, souvent et même toujours un conflit entre les deux réglementations, car la manipulation du matériel radioactif doit se faire dans des zones confinées qui sont maintenues à pression négative, alors que la fabrication des préparations radiopharmaceutiques, surtout parce qu'ils doivent être stériles et qu'ils ne peuvent pas être souvent stérilisés par autoclave, doivent être faites sur une pression positive d'air. Donc, il y a un certain défi industriel pour maintenir ces deux contraintes. Donc, comme je disais tout à l'heure, les radiopharmaceutiques sont devenus des médicaments à part entière en 1989, lorsque les directives du Conseil de la Communauté européenne a rendu obligatoire l'autorisation des mises sur les marchés pour ces produits radiopharmaceutiques. Et donc, a été suivi par d'autres directives. Donc, on a décrit tout ce qu'il fallait faire en tant qu'analytique, toxicologie et clinique. Alors, juste pour faire remarquer une chose, dans l'industrie pharmaceutique, on doit préparer des médicaments qui sont très stables et dont les principes actifs, par exemple, restent stables à plus ou moins 5% pendant toute la durée du médicament. Eh bien, les radiopharmaceutiques, c'est bien le contraire. C'est un médicament dans lequel les principes actifs, en fait, évoluent avec le temps. Ce que l'on a maintenant, ce sera la moitié lorsqu'une demi-vie sera passée. Donc, c'est un médicament où le principe actif n'est pas, on pourrait dire, n'est pas stable. En tout cas, se consomme d'une façon régulière. Alors, ce que sous-entend les mots radiopharmaceutiques pour les entités réglementaires n'est pas tout à fait ce que normalement on pense pour la radiopharmaceutique, c'est-à-dire on associe radiopharmaceutique aux médicaments. En fait, point de vue réglementaire, il y a 4 sortes de radiopharmaceutiques auxquelles il s'applique toujours les règles que je viens d'énoncer, c'est-à-dire autorisation des mises sur les marchés, etc. Alors, ces radiopharmaceutiques sont les produits pharmaceutiques qui contiennent les radioisotopes. Ils sont directement utilisables. Par exemple, le thallium 201, le samarium, produit samarium l'hexhydronate, le gélule d'iode, le fluorodéoxyglucose, etc., etc. Donc ça, c'est ce que l'on imagine en tant que radiopharmaceutique.
mais ils sont aussi des radiopharmaceutiques, bien qu'ils ne soient pas encore radiactifs, les trousses, c'est-à-dire l'ensemble des réactifs qui sont utilisés pour préparer chez l'utilisateur le produit radioactif contenant du technétium 99M ou du gallium. Ils sont aussi des radiopharmaceutiques, les générateurs de radionuclides, c'est-à-dire les générateurs de molybdène technétium, les générateurs germanium gallium. Et ils sont aussi des radiopharmaceutiques aux yeux des agences de régulation, les radionuclides précurseurs utilisés pour les marquages radioactifs d'une autre substance. C'est-à-dire on peut acheter des iode 123 pour faire un marquage. Eh bien, ce iode 123 ou iode 131 est considéré comme un radiopharmaceutique. En ce qui concerne les normes de qualité, les mêmes normes de qualité pharmaceutique s'appliquent aux radiopharmaceutiques. Donc, fabrication en accord avec les directives générales des bonnes pratiques de fabrication. Qualité qui doit être conforme aux pharmacopées des pays dans lesquels l'AMM a été délivrée. Alors, bien sûr, la pharmacopée européenne pour l'Europe, la pharmacopée américaine, l'USP pour les États-Unis, la pharmacopée du Japon si on doit vendre des produits au Japon. Il y a d'autres corps réglementaires aussi pour la radiopharmaceutique. Alors on a l'AIEA, qui est l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui régule les transports des substances radioactives. Et il y a en France, mais aussi dans d'autres pays, quelque chose d'équivalent, l'autorité de sécurité nucléaire, c'est-à-dire régule l'utilisation des substances radioactives, leur manipulation et prend soin de la protection contre les radiations et les risques liés à l'activité nucléaire. C'est-à-dire que, par exemple, un service de médecine nucléaire ne peut pas ouvrir si l'autorité de sécurité nucléaire n'a pas donné son accord. Même un essai clinique comportant des radiopharmaceutiques, des nouveaux radiopharmaceutiques, des nouveaux radioéléments, doit avoir en même temps l'autorisation de l'ANSM, donc l'autorité pharmaceutique, mais aussi l'autorisation de la SN avant d'entamer ces essais cliniques. Alors, je mets ici quelques chiffres tout de suite. Enfin, je parlerai après un peu de l'aspect économique, mais je mets tout de suite des chiffres pour comprendre pourquoi j'ai mis beaucoup d'attention sur un élément particulier qui est le technétium 99M et pourquoi je parle fondamentalement de la médecine nucléaire diagnostique. En fait, il y a environ 30 millions de procédures par an en médecine nucléaire et 10 millions en Europe. Et 90% de ces 30 millions ou 10 millions de procédures, ce sont à visée diagnostique. Et actuellement, en 2018 ou en 2019, 90% de ces procédures diagnostiques sont réalisées avec le technétium 99M, 10% environ avec le fluor 18, fondamentalement du FDG, et quelques pourcents avec le gallium 68, qui est un émetteur positonique, mais bon, dont le pourcentage ira croissant dans le futur, puisque ce radiopharmaceutique vient juste d'être autorisé, soit en Europe qu'aux États-Unis. Donc, on peut dire que le technétium 99M reste le cheval de la bourre des traits de la médecine nucléaire. Et par conséquent, le molybdène 99, qui est son père, est le radioisotope stratégique pour la médecine nucléaire. Alors, j'ai divisé artificiellement en deux parties la production des radionucléides et la production des radiopharmaceutiques. Alors pourquoi? Parce que les radionucléides, en fait, sont préparés dans des réacteurs nucléaires, on verra dans les cyclotrons, mais n'ont pas l'obligation d'être préparés
avec les normes des bonnes pratiques de fabrication, comme les radiopharmaceutiques, heureusement. Voilà, ici une liste des radionucléides utilisés pour les diagnostics, et ici une liste des radionucléides utilisés pour la thérapie. Alors, ce sont tous des radionucléides approuvés. Hein. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont utilisés en recherche clinique, mais j'ai mis ici que les radionucléides approuvés. Alors, je ne resterai pas sous ce tableau parce que ça fera perdre du temps, mais bon, on voit bien qu'en tête, j'ai mis le technétium 99, exprès pour la thérapie L'iode 131, parce que c'est celui qui est le plus utilisé dans la thérapie des maladies thyroïdiennes. Et voilà, après, dans les caméras, pardon, pour les produits diagnostiques en caméra PET, le fluor 18, parce qu'il reste évidemment l'élément les plus importants. Alors, pour la production des radionucléides, il existe deux machines, j'appelais comme ça machines entre guillemets, différentes. Alors, c'est le réacteur nucléaire, qui est une source de neutrons. Et deuxième machine, ce sont les accélérateurs des particules, linéaires ou circulaires, qui sont une source des particules chargées. Alors, les réacteurs nucléaires, on comprend très bien que c'est quelque chose d'assez lourd, puisque leur emplacement et construction sont strictement réglementés. Ils sont très coûteux, soit les bâtiments, soit la gestion du personnel, soit les règles de sécurité, les déchets nucléaires. Et bien entendu, ne peuvent pas être désactivés à la commande. Il n'y a pas un bouton on-off. Les cyclotrons, les cyclotrons sont par contre beaucoup plus souples, entre guillemets, à construire. Donc l'emplacement et la construction est beaucoup moins réglementée. Ils sont relativement peu coûteux. Hein, c'est-à-dire qu'un cyclotron de 10 MeV avec les bâtiments, ça coûte autour de 5 millions d'euros. Donc le cyclotron lui-même, c'est 1 million d'euros. Et donc, c'est 5-6 millions d'euros. C'est évidemment pas les mêmes coûts de la construction d'un réacteur nucléaire. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que ces appareils peuvent être activés et désactivés à la commande. Et donc, il y a très peu de déchets, je ne dis pas déchets, mais enfin, très peu de déchets nucléaires. Et surtout, lorsqu'on éteint le cyclotron, il n'y a plus, ou presque plus de radioactivité, à part le cyclotron lui-même qui est activé. Comme je venais de dire, cette production de radionucléides, en tout cas dans la partie irradiation, ne sont pas assujettis aux normes des bonnes pratiques de fabrication. Et voilà, on voit ici plus en détail ce qui arrive dans cette fabrication. Lorsqu'on fait une irradiation neutronique, on envoie des neutrons sur une cible. Le radioisotope que l'on obtient est chimiquement le même. Il a juste été activé. C'est donc les mêmes éléments chimiques. Et donc, ces radionucléides ont une activité spécifique assez faible. Hein. Donc, l'activité spécifique étant la quantité de radioactivité sur la masse de l'élément. À part le lutetium 176 qui peut être irradié avec une section efficace qui est de 2000, 2000 bar, c'est l'unité, alors que par exemple le samarium, il est de 200. Mais enfin, ça reste toujours une production des radioisotopes à faible activité spécifique. L'autre grosse, la partie importante de méthode de fabrication est par fission de l'uranium-235. Alors ici, on bombarde toujours dans un réacteur nucléaire de l'uranium-235. Il y a fission du noyau, et là, on a environ 300 isotopes radiatifs ou non qui sont formés. Et dans ce mélange, on arrive à extraire du molybdène, de l'iode et du xénon. Ce sont les trois isotopes importants pour la médecine nucléaire. Évidemment, c'est quelque chose d'assez complexe.
Après, l'autre méthode, j'ai déjà actionné, c'est le cyclotron. Ici, lorsqu'on irradie la cible, on obtient un élément qui a plus de protons, par exemple, si on irradie avec des protons, même lorsqu'on irradie avec des deutérons, donc on a plus de protons, donc on a changé chimiquement les radialements obtenus, donc on a fait une transmutation chimique, et là, c'est beaucoup plus facile de séparer l'isotope produit de l'isotope cible, et donc on atteint des activités spécifiques extrêmement élevées qui sont de l'ordre de 500 gigabécus supérieurs, même à 500 gigabécus par milligramme. Les derniers systèmes qui en fait dérivent de l'irradiation dans un réacteur ou dans un cyclotron pour la fabrication du radionuclide pair est la séparation dans un système générateur. Alors, un système générateur, c'est tout simplement le fait de pouvoir séparer d'une façon simple, comme ici, une colonne dans laquelle on passe un éluant et qui accueille le produit dans un flacon, ou d'une façon beaucoup plus compliquée, comme dans les cas de la fabrication de l'yttrium 90. Mais enfin, on a la séparation du radionuclide fils par rapport au radionuclide père, grâce justement à ces changements de nature chimique. Voilà ici un autre tableau, bon, je ne m'y arrêterai pas. Lorsque vous aurez à disposition les diapositives, ben, vous verrez, j'ai sélectionné les radionucléides qui sont formés par réaction N-gamma, ceux qui sont produits par réaction de fission et par cyclotron et par les générateurs. Voici des exemples un peu plus concrets des préparations des radionucléides. Donc, la préparation du samarium 153, par exemple. Très simple, on prend quelques milligrammes d'oxyde de samarium enrichi. Donc, c'est vertueux parce qu'il y a beaucoup de samarium 152. On le met dans une ampoule de quartz. On le laisse irradier pendant 4-5 jours à un flux de neutrons de 10 puissance 14 par centimètre carré par seconde. Et on peut calculer la quantité de radioactivité produite par cette formule, la plus simple, celle qui ne prend pas en compte la disparition, les burn-out, enfin la disparition de l'élément cible. Et voilà, donc on calcule à quelques 10-20% près ce que l'on attend comme radioactivité. Et on a par exemple des rendements qui sont de l'ordre de 100-300 gigabecquerels par milligramme de samarium, lorsque l'enrichissement est supérieur à 98%. Après, cette ampoule est cassée, on récupère les 4-5 mg qu'on a mis à irradier. On dissout dans la cycle hydrique, on a du chlorure de samarium, et ce chlorure de samarium est utilisé pour la préparation par exemple, de ces radiopharmaceutiques ici, qui est un complexe de phosphonates. La réaction, les opérations de manipulation, bien sûr, se passent dans des cellules blindées. Il faut se protéger de la radioactivité. Et les cellules sont de plus en plus blindées, c'est-à-dire l'épaisseur en plomb est de plus en plus grand que l'énergie des gamma est élevée. Alors, le samarium a une énergie gamma qui est très faible, plus l'émetteur bêta, donc ici, les cellules sont peu imposantes. Pour la préparation d'un produit cycloton, par exemple le fluor 18, on prend cette fois-ci de l'eau enrichie que l'on va irradier par des protons. La réaction est une réaction PN, c'est-à-dire on envoie un proton et on éjecte un neutron. Et on fait cela dans un cyclotron à relativement faible énergie. On irradie pendant 1-2 heures avec quelques dizaines de microampères, c'est le flux des particules chargées. Et on peut calculer aussi les rendements obtenus après irradiation, lorsqu'on connaît les rendements à saturation, juste introduisant le temps d'irradiation et la constante
la constante radioactive du radioélément. Et donc, en fait, le rendement est fondamentalement relié à l'intensité des particules et bien sûr au temps d'irradiation. Les rendements sont assez élevés, surtout pour les fleurs 18. Donc, on a à peu près 1,5-2 gigabq par microampère et par heure d'irradiation. Et qu'est-ce qu'on fait de ce fluor qu'on a fabriqué? Il se trouve en présence d'eau, on le sépare de l'eau, on le dissout dans de l'acétonitrile en présence d'un réactif qui est le krypton. Et en fait, le fluorure de sodium n'est pas isolé, mais il continue dans le processus de fabrication de la molécule finale, par exemple le FDG. Et tout se passe avec un automate, passe d'une façon automatique, assez simple, si on peut dire, et maintenant très, très standardisée. En ce qui concerne la préparation du molybdène, de l'iode et du xénon, qui sont produits par la réaction de fission, on envoie des neutrons sur une cible enrichie en uranium et l'on obtient, comme je disais tout à l'heure, à peu près 300 isotopes différents. Et parmi ces isotopes, il faut récupérer du molybdène, de l'iode et du xénon. Alors, le point clé, c'est que dans ce processus, on utilise une cible d'uranium qui est fortement enrichie. Donc, c'est de l'uranium grade militaire, dont il faut contrôler strictement les mouvements des matériels, des masses. On a besoin d'un flux neutronique très élevé, donc supérieur à 10 puissance 14 neutrons par centimètre carré. On irradie à peu près 5-10 jours et on doit surtout séparer les radioisotopes d'intérêt avec des niveaux d'activité qui sont des téra-becquerel, donc des milliers, des millions, des milliards de becquerel. Et cette manipulation est possible seulement dans quelques entreprises dans le monde. En plus, le transport des cibles irradiées est strictement réglé. Vous voyez ici donc une figure disons assez représentative de ce que ça peut être l'irradiation de l'uranium. On a la fabrication de la cible, ici une irradie dans un réacteur. Ici, c'est la cible, enfin, c'est ces morceaux d'alliage uranium et d'autres métaux qui sont mis dans un conteneur qui est quand même extrêmement imposant puisque la radioactivité est très, 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 très élevée. Ces cibles-là sont dissoutes et processées dans ces cellules chaudes. Ensuite, on fabrique un générateur de molybdène technétium et on l'utilise dans les services de médecine nucléaire. Il y a beaucoup de réacteurs nucléaires dans le monde, à peu près une cinquantaine, qui ont été recensés par l'IAEA. Mais pour fabriquer du molybdène, pour irradier l'uranium et fabriquer du molybdène, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait 6, voyez, ici. La taille du carré donne l'importance du centre de production. Mais en fait, il n'y en a plus que 4 maintenant, puisque les sites du Canada, par exemple Osiris en France, ont été définitivement fermés. Et il reste pas grand-chose, c'est-à-dire il reste réacteurs aux Pays-Bas, en Belgique, et des réacteurs qui sont beaucoup plus petits, dont la capacité est plus petite, en Pologne, en Allemagne aussi, et puis bon, il y a en Afrique du Sud un réacteur qui est
devrait être d'ailleurs doublé par un autre réacteur très prochainement. Alors les problèmes, pourquoi je reste quelques diapos sur ces sujets, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le molybdène 99 est l'élément stratégique, les radioisotopes stratégiques de la médecine nucléaire. Et donc, s'il n'y a pas de réacteur, il n'y aura pas de molybdène 99, ni du technétium, bien sûr, 99M. Et donc, 90% des examens diagnostiques tomberaient à l'eau. Alors, la politique actuelle est celle de renforcer la fiabilité des anciens réacteurs, qui ont plus de 50 ans. La construction des nouveaux réacteurs, comme par exemple celui de Cadarache, Jules Horowitz, mais qui était planifié pour 2015 et qui maintenant est prévu pour 2019, et probablement ce sera en 2020, et l'utilisation des réacteurs de recherche qui sont soit aux États-Unis, comme les murs de Missouri, en Allemagne, en Pologne, en République tchèque et aussi en Russie. L'Afrique du Sud qui a programmé un nouveau réacteur, un développement, ce n'est pas encore fait, mais enfin, un développement des réacteurs en phase aqueuse homogène qui est alimenté avec de l'uranium faiblement enrichi et qui pourrait donc se construire d'une façon un peu plus vite. Et puis, la faisabilité des productions de molybdène 99, voire même du technétium 99M, en utilisant des accélérateurs des particules chargées. C'est-à-dire on bombarderait dans des cyclotrons et on produirait du molybdène 99. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. Ça n'a, à ma connaissance, ça n'a pas encore acquis la faisabilité économique, mais enfin, c'est quelque chose qui techniquement est faisable. Alors, je passe des réacteurs et des cyclotrons et je viens à une autre façon de produire des radionucléides qui est le générateur. Le générateur de radionucléides, il faudrait dire. Donc, ce générateur, c'est quoi? C'est un petit système, le plus possible, le plus simple possible, qui permet de séparer l'élément fils de l'élément père. Alors, ceci est possible lorsque l'élément père décroît par émission bêta-, par émission bêta+, ou capture électronique, ou par émission alpha. Donc, on a ici des exemples de générateurs. Émission bêta+, l'élément va à droite dans le tableau de Mendeleïev, donc on monte un numéro, les numéros atomiques. Lorsqu'on a une émission positonique, on diminue ce numéro atomique, et lorsqu'on a une émission alpha, on diminue de 2 ce numéro atomique. Et évidemment, ce qui est important, c'est de dire que l'élément fils n'a pas les mêmes caractéristiques que l'élément père, donc chimiquement peuvent être séparés. On voit ici chimiquement ce qui se passe, c'est-à-dire le molybdène devient du technétium, strontium qui devient de l'yttrium, du strontium 82 devient du rubidium 82, etc. Alors, les générateurs les plus importants est le générateur de technétium, bien sûr. Le technétium 99M est issu de la décroissance du molybdène 99 qui, en fait, a une décroissance en branche, donc qui va vers le technétium 99M, mais aussi vers le technétium 99, qui est les radionucléides fils du technétium 99M. La demi-vie du molybdène est de 66 heures, celle du technétium 6 heures, et donc il y a un facteur d'embranchement de 0,87, c'est-à-dire 87% de noyaux qui se désintègrent donnent du technétium 99M, c'est-à-dire utile. L'autre, 13%, 12%, c'est à peu près. Ce sont des technétiums qui peuvent être considérés non radiactifs puisque la demi-vie est de 200 000 ans. J'ai appuyé sur le mauvais bouton.
la décroissance du technétium 99M est presque du gamma pur à 140 keV, donc idéal pour la détection à la gamma caméra. Une carte d'identité de ce générateur, c'est le molybdène qui est l'élément père, donc il est produit, on a vu, par fission de l'uranium. Le mode de séparation est une chromatographie liquide-solide. Le support, c'est de l'alumine. Le molybdène est déposé sous forme de polymolybdate sur la colonne. Et on élit le technétium sous forme d'anion pertechnétate. L'éluant est du chlorure de sodium qui contient soit des antiradicaux, soit de l'oxygène. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est environ 80% des examens en médecine nucléaire avec ces générateurs. Alors j'apportais ici, le cœur du générateur. J'arrive à le sortir de ma poche. En fait, c'est ça. Un générateur, la colonne, le cœur du générateur, c'est cette petite colonne. Sous cette petite colonne d'alumine, il y a des curies, donc des gigabecquerels, 37 gigabecquerels, voire plus, de radioactivité déposée. Et les passages de l'élution éluante extrait le pertechnétate qui est récupéré dans un flacon, ici, d'une façon stérile et apérogène. Donc en fait, on peut imaginer les molybdènes comme la partie colorée en rouge, bien qu'il reste encore plus fixé en haut de la colonne. Et il reste là, fixé, alors que le pertechnétate qui est produit vient être élué tous les jours, à chaque demande, vient élué de la colonne. Voilà, c'est rien de plus que ça. Et on a cassé un générateur. 1000 euros. Voilà. Donc, ça c'est donc sa carte d'identité de ce générateur. Voilà comment ça se représente. Donc, ça c'est la colonne que j'avais tout à l'heure dans mes mains. Et elle est entourée, bien sûr, par du plomb pour protéger l'utilisateur des radiations gamma du molybdène qui sont extrêmement importantes. Je crois que ça doit être dans les 600 keV, si je me rappelle bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ce générateur? On attend que l'activité des technétium 99 croît. Lorsqu'on a effectué par exemple une élution ici, on effectue une élution, l'activité technétium disparaît, il se remet à croître et ainsi de suite. Alors par chance, donc, les demi-vies font que le maximum des technétium obtenu est obtenu 24 heures après l'élution précédente. Exactement 23 heures, quelque chose. Ce qui fait que le générateur atteint son maximum en activité disponible toutes les 24 heures. Cela n'empêche pas, évidemment, d'effectuer des élutions bien avant, 6 heures avant, 10 heures avant, voire par exemple 2 élutions par jour. En ce qui concerne les générateurs germanium-gallium, c'est pratiquement la même chose. En fait, c'est-à-dire la différence existe dans la fabrication du radioélément pair, qui lui est produit dans un cyclotron. Autrement, la méthode de séparation, c'est par chromatographie liquide-solide. Le support, c'est de l'oxyde de titane au lieu de l'alumine, mais c'est exactement le même principe. Alors, le générateur se présente d'une façon un petit peu différente parce que il est un tout petit peu plus compliqué à manipuler puisqu'il faut récupérer la solution, la concentrer ensuite. Donc c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que les générateurs de technétium molybdène où effectivement, pratiquement, on arrive avec un flacon pénicilline dans lequel il y a du vide. On la met sur le générateur, on attend 1 minute et hop, on a une solution prête à l'emploi. Alors ici, quelques rappels de ce que j'appelle pompeusement chimie pour les radiopharmaceutiques. Bon, un peu de vocabulaire. Les ligands, c'est ce qui se lie autour d'un métal. Les chélates, c'est ce qui se forme lorsque un métal est entouré et chélaté, donc comme des pinces des crabes. Un complexe, c'est une façon générique d'appeler une espèce qui est formée par un métal et des ligands autour. Enfin, normalement, on devrait réserver ça aux métaux de transition, mais enfin, on appelle tous des complexes.
Les radiotraceurs, c'est ce que l'on utilise, soit en clinique, soit en expérience chez l'animal. Donc là, on appelle ça radiotraceur ou un traceur. Un vecteur, c'est le vocabulaire qu'on utilise pour désigner la molécule sur laquelle on va greffer l'atome radiatif. Ce qui est important, c'est la notion d'activité spécifique, comme j'ai déjà dit, c'est la quantité de radioactivité par unité de masse du radioélément. Alors, on a des productions qui sont théoriquement sans entraîneur, carrier-free, dans lesquelles tous les atomes sont radiactifs. En fait, ils sont les plus souvent sans entraîneur volontairement ajouté, mais on ne peut pas, à part pour les technétium qui n'existait pas en nature, donc on ne peut pas l'ajouter, même volontairement non, dans les solutions. Enfin, là, par exemple, si on a un élément comme l'iode, et qu'on dit qu'il est sans entraîneur ajouté, ça veut dire qu'on a fait en sorte que toutes les solutions qu'on utilisait de soude, d'acide, etc., contiennent le moins possible d'atomes d'iode naturels. Chose qui était évidemment est impossible à exclure complètement, et c'est pour cela qu'on appelle sans entraîneur ajouté. Alors, en radiopharmaceutique, on y vient petit à petit. C'est quoi? C'est donc la conjonction d'un radionucléide, qu'on avait préparé dans un cyclotron, un réacteur ou un générateur, et des petites molécules, quelquefois des petits ligands, qui sont très, très simples, des peptides, des protéines, des anticorps, des colloïdes, des cellules. Alors, ces molécules, ces peptides, etc., sont souvent, mais pas toujours, modifiées chimiquement pour pouvoir réagir avec les radionucléides. Et là, on obtient la radiopharmaceutique qui est soit préparée par les producteurs, soit préparée par l'utilisateur lorsque, par exemple, elle marque les trousses au technétium 99M. Alors, en vert, ce sont les opérations qui doivent être faites suivant les normes des bonnes pratiques de fabrication. En jaune, ce sont les opérations qui sont non BPF. Alors, quand je dis chimie des radiopharmaceutiques, en fait, d'un point de vue chimique, les processus de marquage, c'est une simple réaction chimique. Il n'a rien d'extraordinaire. Tout simplement, les espèces chimiques sont radioactives. Donc, il faut se protéger de la radioactivité. Mais en fait, on a affaire avec des nanogrammes, des microgrammes. Donc, ce ne sont pas des véritables réactions où il y aurait, par exemple, 50 atomes, où les lois de la chimie ne régissaient plus la réaction. Donc, ce sont des réactions chimiques, donc on applique les règles de la chimie classique. Mais avec quelques limitations, ou en tout cas quelques complications, qui sont les suivantes. Les espèces radioactives sont présentes à des concentrations très faibles, très souvent. Et quelques microgrammes par millilitre, qui sont des solutions relativement concentrées pour nos radiopharmacies, mais aussi à des nanogrammes par millilitre. Ce qui veut dire que des traces d'impuretés dans les réactifs, dans les ligands, etc., si ces traces sont très réactives, eh bien, peuvent interférer dans un processus de marquage. Et ça m'est arrivé personnellement à pas mal de personnes travaillant au laboratoire. C'est-à-dire un produit qui est donné à 99% contient 1% d'impureté. Ben, ces 1%, si on utilise 1 milligramme, ça représente quelques dizaines de microgrammes. Et donc, comme on a ici affaire à des microgrammes, voire des nanogrammes, on peut interférer cette réaction. Une autre complication est celle spécifique des trousses techniciens, parce que dans ces cas-là, la chimie doit avoir lieu en un temps court. Il faut qu'elle soit très simple. Il n'en a pas droit à des opérations de purification. Et donc, c'est quelque chose qui impose une chimie un peu particulière. Donc, les chimies de radiomarquage est la suivante. Pour le technétium 99M, c'est une chimie des éléments de métaux de transition. Donc, on a un métal qui peut acquérir des degrés d'oxydation extrêmement variés, des structures de géométrie très variées. Donc, on peut s'attendre à une chimie très riche.
Quoi qu'il en soit, puisque la source du technétium est l'ion pertechnétate, ici, donc technétium au degré d'oxydation 7, il est toujours nécessaire d'opérer une réduction du métal à des degrés inférieurs. Pour les radiométaux M3+, comme les gallium 3+, yttrium, etc. Bon, c'est une chimie beaucoup plus restreinte, beaucoup plus pauvre, on pourrait dire, et à un seul degré d'oxydation. La réactivité est limitée aux ligands qui contiennent des bases dures, comme des amines, des acides carboxyliques. Donc, c'est facile, si vous voulez, l'approche stratégique est relativement simple. Pour les halogènes, on a les réactions classiques de chimie des halogènes, c'est-à-dire des réactions de substitution électrophile pour les dérivés iodés et aussi pour les dérivés fluorés, les réactions de substitution nucléophile, principalement pour les dérivés fluorés, et puis les réactions d'échange isotopique pour les réactions pour les dérivés iodés. Dans ce cas, le produit est obtenu avec une très faible activité spécifique. Alors, le technétium, ici, c'est de la chimie laboratoire, c'est-à-dire qu'il peut se faire dans tout milieu. Le technétium peut avoir des degrés d'oxydation qui vont de -1 à +7. Donc on a 9 degrés d'oxydation, des géométries très différentes et des nombres de coordinations, c'est-à-dire des ligands liés autour de lui qui peuvent aller de 4 à 9. Bon, ceci, en laboratoire, lorsque l'on est dans la chimie des radiopharmaceutiques, une chimie qui se passe dans l'eau ou dans un milieu hydroalcoolique, les degrés d'oxydation stables plus fréquents sont +7, pertechnétate, +5, +3, +1, et en moindre mesure, +4 et +6. Donc, ici, une richesse assez importante. Et ici sont représentées les structures, les cœurs des composés techniciens que l'on retrouve en médecine nucléaire. Donc, les cœurs trans-dioxo, oxo, nitruro, isonitrile, aquacarbonyle, et puis ces systèmes dits 4+1, et puis j'en ai oublié d'autres parce qu'il n'y a pas de place dans la diapositive. Et fait notamment avec des systèmes que l'on verra pour un produit pharmaceutique approuvé. Alors, la réaction générale des fabrications de radiopharmaceutiques est toujours la même. C'est-à-dire, on a comme source du pertechnétate, il faut un réducteur et bien sûr les ligands qui vont réagir avec. Et les concentrations relatives sont reportées ici. C'est la radioactivité qui a introduit des interférences. Mais enfin, je peux aller sans diapo. Ce que la diapositive disait est que donc, cette réaction a lieu dans l'eau. Cette réaction a besoin d'un réducteur. Cette réaction-là doit être effectuée sans séparation chimique, c'est-à-dire que l'on ajoute du pertechnétate à un flacon, on attend que tous les ingrédients soient dissous, l'on chauffe, on ne chauffe pas, et on a les produits finaux obtenus.
Donc, la difficulté de celui qui essaie de mettre au point des trousses techniciens est d'avoir une réaction chimique qui amène à un produit final ayant une pureté de 95%, sans que l'on puisse donc opérer de la... Oui, déjà poser les questions pendant qu'elle est... Essayez de parler fort. Toutes les mesures qui sont prises contre nous vont entraver en particulier le développement de la radiothérapie, etc. Bon, alors, évidemment, moi j'avais plein d'arguments contre plein de réponses à cet argument un peu stupide, mais j'ai une autre question qui est peut-être plus générale et plus de caractère géopolitique inquiétante, c'est les dites radiothérapies telles que vous les avez parfaitement exposées. Vont-elles être disponibles, par exemple, dans un continent comme l'Afrique, hein, en dehors de l'Afrique du Sud, bien sûr. Oui, j'ai eu l'occasion de tenir des cours aux pharmaciens et radiopharmaciens africains, donc 2 fois d'ailleurs, je suis allé en 2015 et en 2016, et leur utilisation principale, c'est l'utilisation du technétium 99M, parce que c'est un générateur, donc ça peut être transporté, et l'utilisation d'iode 131 dans les pathologies de la thyroïde. Donc, parce que pareil, ce sont des radio-éléments facilement transportables, étant des milliers de 8 jours, donc on peut transporter. Et ce qui concerne, bon, évidemment, si dans l'Afrique, on introduit aussi les pays du Maghreb, ces pays-là sont extrêmement développés, donc ont des cyclotrons, ont des fabrications, donc il n'y a pas de problème. L'Afrique noire est un peu moins bien dépourvue, sauf les capitales, les grosses capitales qui ont à disposition dans le service de médecine nucléaire. Mais disons que il n'y a pas, bien entendu, il n'y a pas la même approche, d'autant plus que les soucis de santé ne sont pas les mêmes. Hein. Pour les petites anecdotes, quand j'ai visité l'équivalent d'un institut, c'est l'équivalent en Italie, Institut supérieur de santé, c'est-à-dire un institut qui contrôle les médicaments. En fait, les médicaments qui nous ont fait voir, c'était déjà l'iode, bien sûr, c'est un médicament réactif. Et puis, le seul médicament qui leur intéressait, c'était l'intégrité des préservatifs. Voilà, c'est là. Oui, je vais... Alors, comment je fais pour... Oh, je ne sais pas si... Oui, madame. Oui. Dans quel type principalement de diagnostic on les utilise et dans quel type de thérapeutique également, principalement? Alors, principalement, c'est une des dernières diapositives, c'est en Europe. C'est surtout les suivis des maladies cancéreuses, suivi des métastases, par exemple, en ce qui concerne les produits techniciens. 40%
des actes en diagnostic avec du technétium sont effectués pour la recherche des métastases osseuses. 20% en cardiologie nucléaire, c'est un diagnostic. Pour la thérapie, principalement, c'est l'iode 131 pour l'hyperthyroïdisme et pour les cancers de la thérapie. C'est Voilà. revenu, et vous allez vite pour la conclusion, s'il vous plaît. Donc, pour les marquages, je la montre qui avance vite. Oui, oui, vite. Les marquages des métaux 3+, donc on tient compte de ce qui est la stabilité thermodynamique, et aussi, qui est très important, la cinétique, c'est-à-dire la vitesse des marquages et l'inertie du produit. Alors, on a à disposition ces types de ligands. Ils ont tous des constantes d'affinité extrêmement élevées. Maintenant, pour les choisir, on regarde l'approche cinétique qui nous permet de choisir les bons ligands. Alors, ce que l'on veut, c'est une constante d'association rapide et une constante d'association lente, ce qui permet de choisir le bon ligand. Voilà, on utilise des chélateurs qui sont ouverts pour marquer, par exemple, les anticorps, pour marquer toutes les molécules qui sont thermolabiles, et des chélateurs cycliques qui peuvent être chauffés pour que la réaction s'efface quantitativement et sont utilisés pour les produits thermostables comme les petites molécules. Bon, je passe ici sur la chimie rapidement. On voit par exemple pour les marquages d'un anticorps, on a ici un anticorps monoclonal, on y greffe un chélaton de l'yttrium, on ajoute l'yttrium et on a comme produit l'yttrium zévalin. Pour les marquages des halogènes, on peut faire soit un échange isotopique, soit une substitution électrophile, donc des réactions en chimie classique. Pour les marquages au fluor, les plus souvent, ce sont des substitutions nucléophiles, comme pour les marquages du FDG, mais aussi on utilise les substitutions électrophiles pour les marquages de la DOPA. Alors, les produits radiopharmaceutiques, les médicaments en fait, peuvent être classés en deux grosses catégories, ceux dont la production est centralisée, donc les préparations qui sont prêtes à l'emploi, comme les produits FDG, iode, etc., les générateurs et les précurseurs pour marquage. Ensuite, il y a les trousses pour marquage et les préparations instantanées qui sont celles à partir des trousses commercialisées et d'un générateur, et pour les petites histoires aussi, les préparations pour recherche clinique qui sont principalement avec le fluor ou le carbone. Voilà. À nouveau, donc préparation dans des cellules blindées. Pour les fluors, les FDG, on a une préparation qui met en jeu à peu près 20 mg du précurseur. On prépare à peu près 50 doses à la fin de la réaction. Ça se fait pareil dans des enceintes blindées, mais en atmosphère, donc contrôlée, puisque le produit à la fin, il est stérile, encore plus vite. Voilà, donc pour la production des trousses, on mélange les ingrédients, vous verrez ça dans les diapositives, on opère une dissolution et après une répartition dans des endroits stériles. Les trousses sont lyophilisées. Lorsqu'on regarde donc les molécules que l'on a à disposition en médecine nucléaire, voilà une trousse technicienne qui contient un phosphonate, qui contient 3 mg seulement de ces produits, de l'étain et simplement de l'acide chlorhydrique. Voilà, de l'acide ascorbique, pardon. On a ici l'image normale des squelettes, encore pour marquer une petite molécule comme ce type de ligand qui s'appelle MAC3. On ajoute un
un réactif qui est le tartrate, donc là je vais très vite. Ici, les marquages d'un des produits phares en médecine nucléaire, en tout cas en cardiologie nucléaire, qui est les marquages du Cestamib. On a ici dans les flacons, c'est-à-dire dans tous les réactifs, on a de l'étain, on a un réactif intermédiaire, et comme les sodium citrate, et de la cystéine. Et l'on obtient des images du myocarde, donc ce sont des coupes du myocarde. Pareil, quelques milligrammes, là ici 1 milligramme de produit, et on peut utiliser un cinquième du flacon, voire moins. C'est l'exemple d'un nucléotide marqué, donc un peptide qui reconnaît les somatostatines, les récepteurs de la somatostatine, par 16 microgrammes seulement du substrat, et voilà la composition, et voilà ce que l'on obtient lorsque les produits s'accumulent dans les tissus contenant de la somatostatine. Alors, pour le iode 123, on a des images qui sont toujours des images par caméra scintillation, ici des images des striata par cette molécule. Quantité administrée très très faible, 0,1 à 0,3 microgrammes par patient. Ici, des exemples de produits injectés pour la détection des plaques amyloïdes. Il y a 3 produits qui sont autorisés, 2 en Europe et les premiers au carbone 11 aux États-Unis. Tu en avais encore beaucoup? J'en ai 7. Vite. Et c'est l'exemple. La question précédente était les PET au TMP versus les TEP, au SPECT versus PET. Voilà, sans aucun doute, les images au TEP sont meilleures que les images au phosphonate. La question est-ce que l'utilisation de cette scintigraphie osseuse par les fluorures de sodium change-t-elle la stratégie clinique? Alors, la change probablement ici. On voit la différence entre les mêmes patients. Bien sûr, on a une vision beaucoup plus précise. Et voilà, donc je termine sur ces considérations industrielles et économiques. L'industrie de la pharmaceutique est quand même un peu particulière. Alors, le mode de production est particulier dans le sens où la taille des lots de produits est extrêmement petite, hein, 10 unités, 100 unités au maximum. Même les trousses ne font pas de grandes préparations, à peu près 20 000 flacons. La fréquence de production est très élevée, on fabrique tous les jours, voire 2 ou 3 fois par jour, et il y a une forte dépendance des réacteurs nucléaires, bien entendu. La consommation en principe actif et autres réactifs est très faible. Par exemple, on peut utiliser 30 grammes par lot dans les cas des trousses, mais seulement 100 microgrammes, 0,1 mg pour la préparation des produits iodés. Donc la synthèse de ces précurseurs est extrêmement compliquée et nécessite un fabricant très performant. Alors ce que je disais tout à l'heure, dans ma question, c'est mes 2 dernières diapos, voilà les nombres d'examens en nombre. Ce sont la scintigraphie osseuse, 40%, 30% de cardiologie, les restes entre la pneumologie, très peu de neurologie et assez peu de cancérologie. Pour les produits TMP, c'est-à-dire marqués avec du technétium 99M, marqués avec de l'iode 123, pas pour les produits PET. Quand on regarde la valeur de ces procédures, bien lorsqu'ils représentaient 40% en procédure, ils ne représentent que 3% des valeurs rapportées à la société qui produit ces produits. Donc en fait, la procédure en moyenne est très très peu chère, 30 €, et pour la scintille osseuse, à peu près 3 € par scintigraphie. Donc, les produits radiopharmaceutiques sont effectivement très faible marché, et quand on regarde, donc c'est la dernière diapo, est-ce qu'on peut faire des nouveaux produits? Alors, à partir d'une considération arithmétique, en tenant compte que les coûts de développement des tox, des cliniques, etc., estimés à 50-70 millions d'euros, eh bien, il n'y a que les produits qui auraient
une vente, un pic de vente de 15 millions d'euros qui pourrait être sélectionné en vue de leur développement. Donc, ce sont les traceurs TEP qui sont plus lucratifs puisque vous voyez qu'on a une valeur de 125 millions et à peu près 150 euros, 500 euros, etc., 1000 euros par injection. Les questions sont les suivantes. Est-ce que la TMP au technétium 99 pourrait concurrencer la TEP avec le fluor 18 ou le gallium 68? Est-ce qu'elle pourrait, la TEP, remplacer les procédures majeures, la perfusion cardiaque et la scintigraphie du squelette? Peut-on identifier un marché important pour la radiopharmaceutique à visée diagnostique dans le futur? Et voilà, c'est la prochaine conférence un peu plus courte. Merci. Merci. Vous avez dit, sauf erreur au début, que les radiopharmaceutiques servent à 90% pour le diagnostic et 10% seulement en thérapeutique. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête au diagnostic? Moi, si je suis malade, j'aime bien savoir que je suis malade, mais je voudrais être guéri aussi. Oui, ça a été jusqu'à maintenant une des faiblesses des radiopharmaceutiques, c'est-à-dire jusqu'à 2017, 2018, où on a introduit des nouveaux outils thérapeutiques, tels que un notrioté démarqué au lutécium. Eh bien, la seule thérapie efficace était la thérapie avec l'iode 131 des pathologies de la thyroïde. Les autres produits utilisés en tant que thérapie, comme par exemple le samarium 153, le strontium 89, ce sont des produits à visée, enfin, utilisation palliative, n'ont pas des propriétés curatives, servent malheureusement seulement à allévier la douleur des métastases. Alors que depuis 2018 en Europe et 2017 aux États-Unis, donc il y a un nouveau produit qui est sur les marchés et qui permet, puisqu'il a obtenu l'AMM, de soigner certains cancers, mais très spécifiques, des cancers qui expriment la somatostatine. Ce sont des tumeurs neuroendocrines, heureusement très peu fréquents, mais bon, pour lesquels il n'y avait pas de traitement. Merci beaucoup, monsieur. Oui, mais merci beaucoup pour votre conférence. J'ai retrouvé des souvenirs de faculté d'il y a une quarantaine d'années, et ça m'a fait grand plaisir. Je reviens à des choses beaucoup plus terre-à-terre et industrielles. En vous entendant, j'ai l'impression quand même qu'on est encore, en termes industriels, à des productions de toutes petites rafales, avec un très petit nombre de lieux où on peut produire les radionucléides, avec donc un débit extrêmement faible et qu'on n'est pas prêt de trouver quelque chose qui ressemble à l'industrie pharmaceutique des grandes pharmas suisses, allemandes ou japonaises. Est-ce que vous avez une vision à 30 ans, par exemple, qui permettrait de dire que les traitements et les diagnostics par radionucléique peuvent devenir une véritable produit de consommation médicale sur l'ensemble de la planète pour 6 ou 7 milliards d'habitants, ou est-ce que nous avons quelque chose qui est finalement un traitement d'initié pour un tout petit nombre de gens qui ont la chance de se trouver à la fois dans un territoire dans lequel on peut produire et entretenir ce type de produit, et puis leur donner la préparation nécessaire pour que ça entre dans une pratique médicale quotidienne hospitalière. Est-ce que vous voyez la possibilité de passer d'un artisanat, en quelque sorte, des radionucléides à une vraie industrie mondiale? En nombre, non. En qualité, oui. Ça, je m'exprime. 30 millions dans le monde, 30 millions d'actes diagnostiques, c'est rien du tout. Enfin, je veux dire, lorsqu'on les compare aux actes diagnostiques avec les scanners X ou l'IRM. Donc, évidemment, il y a tout un pan de pathologies que l'on n'atteint pas avec la médecine nucléaire, or que ce soit trop cher avec la médecine nucléaire. Si on a une entorse des ligaments, on ne va pas injecter un produit radiatif. Ça n'existait pas. On va faire une IRM. Et donc, effectivement, il n'y aura pas une évolution en nombre extrêmement important. Par contre, une évolution en qualité, parce que la médecine nucléaire permet d'avoir une médecine
personnalisé. Alors, je ne suis pas allé dans les détails, j'en ai déjà fait trop de détails, mais par exemple, le nouveau produit qui a été approuvé, qui traite ces tumeurs du type neuroendocrinienne, eh bien, il est utilisé en conjonction avec un produit similaire qui est marqué avec un radionuclide PET pour diagnostic, c'est-à-dire qu'on a un patient, on injecte le produit diagnostic, on regarde si la concentration en récepteur est suffisamment importante pour pouvoir bénéficier de l'apport thérapeutique du même produit, mais marqué cette fois-ci avec un radionucléide thérapeutique. Et en associant les deux, on arrive à avoir une médecine beaucoup plus personnalisée. Je veux dire, on va trouver les malades, c'est pour ça que je disais malades adaptés à la médecine nucléaire. Alors, plus la médecine est personnalisée, plus la médecine est spécifique, et moins le nombre d'individus sont intéressés par ces médicaments. Mais enfin, c'est ce qu'on fait depuis les années 50 avec l'iode 131 dans les traitements de l'hyperthyroïdisme. On donne d'abord des iodes à quantité traceur pour voir la fixation de la thyroïde. On calcule la quantité de radioactivité nécessaire pour délivrer une certaine quantité de sievert, donc à la thyroïde, et on donne donc des iodes 131 en plus grosse quantité. C'est un peu ça. Néanmoins, l'émaillage de la médecine nucléaire dans les pays développés, et même dans quelques pays un peu moins développés, est assez importante. C'est-à-dire qu'en France, bien entendu, il faut aller à Toulouse, si on est par exemple dans le sud-ouest, il faut aller à Montpellier, il faut aller dans les villes où il y a, mais aussi des villes plus petites, enfin, qui ont des médecines nucléaires, et des services de médecine nucléaire. C'est-à-dire que l'émaillage est assez important dans les pays. Bon, eh bien, écoutez, il est largement l'heure maintenant de conclure. Je vous remercie tous de votre présence et je remercie notre conférencier pour cette conférence très documentée qui nous a montré tout l'intérêt que pouvaient présenter les radioéléments dans les techniques médicales. Merci, Monsieur Pascalini. Merci à vous.